Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Répète pas ça. C'est une édition où je vais être seul. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un que ça fait longtemps que je voulais rencontrer, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer encore. Et là, on a réussi à faire arriver ça. C'est Boucar Diouf. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Alors, Boucar, qui est originaire du Sénégal, il a étudié au Sénégal, il a étudié au Québec. Il a fait son doctorat à l'université en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Il a publié plusieurs articles scientifiques, plusieurs ouvrages. Il publie régulièrement des articles dans la presse. C'est quelqu'un qui s'intéresse à toutes sortes de sujets, autant sociaux que politiques, que biologique. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à discuter ensemble, puis je vais avoir beaucoup de plaisir à le connaître davantage. C'est aussi quelqu'un qui a une espèce d'immunité un peu diplomatique, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de rayonnement, une espèce de respect qu'il a imposé au fur et à mesure qu'il a fait ses projets, puis au fur et à mesure qu'il exprime ses idées, qui sont toujours bien amenées avec plusieurs métaphores. Donc, j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Salut Boucar. Allô Guillaume, Très content de t'accueillir aujourd'hui. ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien, puis je suis Vu que, vraiment vu content. que tu fais le tour du monde, puis que tu vas voir les tribus, j'ai sorti mon t-shirt, regarde là, c'est juste pour que tu ne sois pas dépaysé en fait là. Je te remercie, j'aurais été déstabilisé si tu avais été habillé en veston-cravate, je ne t'aurais pas reconnu. J'ai sorti des masques africains puis des Maasai qui dansent là. C'est pour te Arrête, mettre à là. l'aise. Arrête, ça me manque, je repars bientôt, là. Ah ouais, il faut. Ouais. Hey, écoute, je suis content qu'on se parle parce que on a quand même un gros programme aujourd'hui. J'ai plusieurs questions pour toi parce que, comme tu sais, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse au profil et à l'histoire, autant les histoires culturelles que les histoires individuelles. Si tu permets, j'irai directement droit au but et j'aurai des questions pour toi, si tu permets. Ah ouais, moi je permets, je suis là pour ça. Hein. Moi, OK? j'étais sûr que tu ne m'as pas invité pour me chanter des chansons à répondre là. C'est vrai que... Effectivement, effectivement. Tu viens du Sénégal. Oui, Alors, j'ai des questions sur comment ça a été grandir là-bas et je dirais tes racines. Tu parles beaucoup de culture. Évidemment, c'est un thème qui est omniprésent et tu as un regard particulier là-dessus que tu amènes oui. très bien de façon régulière. Euh, D'où tu viens exactement? Puis j'aimerais ça que tu me décrives un peu le contexte de où tu es né, d'où tu viens. Ok, d'où je viens, moi je suis né au Sénégal, dans une presque proche d'une petite ville qui s'appelle Fatick, au Oui, centre du Sénégal, et, mais principalement dans un village pas proche de Fatick qui s'appelle Ndjouar, pour les gens qui sont déjà allés au Sénégal et qui ont emprunté la Nationale 1. Et donc, moi je suis né dans cette région qui s'appelle le bassin arachidier, que le voyageur en toi aimerait bien. C'est vraiment un endroit où les gens cultivaient l'arachide. Je suis un serrère. Les serrères sont des cultivateurs d'arachide et beaucoup, traditionnellement, c'était des éleveurs de zébus. Donc, OK, moi, mon père était un cultivateur d'arachide et un éleveur de zébus. Et OK. donc, mon enfance, ça a été ça. C'est Mhm. la savane, les champs et le travail de berger, où on m'occupait des vaches de papa dans la savane jusqu'à l'âge de 17 ans. C'était ça ma vie. C'est ça, jusqu'à l'âge de 17 ans quand même. Oui, mais Comment j'ai cultivé c'était, l'arachide jusqu'à 24 ans, jusqu'à ce que je vienne ici au Canada. OK, en 91? Oui, en 91. OK. Et comment ça a été l'éducation à l'école? Parce que tu as eu plusieurs diplômes dans les études graduées, puis moi, Oui. je suis toujours intéressé à savoir où provient, je dirais, l'intérêt d'étudier, parce que c'est pas toutes les personnalités à qui ça convient, c'est pas tout le monde que ça intéresse. Il y a des personnalités qui conviennent bien sur les bancs d'école. Il y en a pour qui ça commence tardivement, cette espèce d'intérêt-là pour, je dirais, la connaissance. Comment ça a été parti, d'une part, et comment ça a été stimulé, dirais-tu, ou peut-être pas stimulé par ta culture familiale? Ben, un peu la culture familiale, parce que j'avais des grands frères quand même qui aimaient beaucoup l'école et qui avaient une certaine facilité. Je ne sais pas, peut-être que la nature nous a donné quelque chose qui est caché quelque part qu'on ne voit pas.
Ouais. Mais la vérité, c'est que moi, pour répondre à sa question, je dis tout le temps, c'est mon père. Mon père était un analphabète, ma mère était une analphabète, mais on a grandi dans une culture où on avait un président qui s'appelait Senghor, qui est un poète, et qui, lui, l'éducation, c'était quelque chose d'important. Et donc, du coup, il y avait des écoles dans tous les villages du Sénégal. OK. Où les fils de paysans pouvaient aller à l'école. Maintenant, pourquoi moi, personnellement, j'ai poussé la chose, c'est parce que mon père nous faisait travailler dur dans les champs. Moi, je le dis là, mon père nous faisait tellement travailler dans les champs que quand l'école ouvrait, on était en vacances. Moi, quand j'entendais les gens chialer, là, je disais non, 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 nous, on va aller à l'école, tu vois, parce que de l'autre bord, c'est tellement plus dur, c'est pas mal plus dur. Alors, OK. papa, il ne savait pas lire ni écrire, mais il te faisait trimer dans les champs, puis il travaillait plus que toi. Puis quand tu revenais à l'école, puis tu étais tellement fatigué que tu étudiais tes affaires pour l'école à la lueur des lampes à butane, là, que tu connais, ces espèces de lampes. Et papa, il passait à côté de toi, puis il disait, ah, Boucar, tu sais que je ne peux pas vérifier ce que tu fais à l'école, ni moi, ni ta mère. Mais si tu échoues, c'est cette galère des champs d'arachide qui t'attend pour le restant de ta vie. C'était un incitatif assez puissant parce que moi, honnêtement, là, s'il y a un déclencheur, c'est celui-là, je te dirais, Guillaume. Ah oui, hein? Pour régler le décrochage ici, il faut importer la culture des arachides. Le fait que tu veux, si à un moment donné, tu veux réaliser que cultiver des arachides, c'est travailler pour des peanuts, là. Il n'y en a pas un maudit qui va décrocher, m'a dit. Non, je suis sûr qu'on aurait grand intérêt à ne serait-ce que faire un stage dans des champs d'arachides ou directement importer cette culture-là. Je vais me freiner dès ce début d'entrevue pour partir là-dessus. Là. Pourquoi pas? Oui, oui. OK. Mais est-ce que, par exemple, ton père, il voyait l'éducation comme étant un obstacle à ton implication dans ses champs à lui ou dans sa tête, il se disait « Ma vie est tellement dure que c'est pas ce que je souhaite pour mes enfants? » Ah, c'est une excellente question, je trouve. Abordée sous cet angle-là, là, moi, je pense que c'est la deuxième. C'est que papa, c'était quelqu'un, le gouvernement lui a envoyé un truc à signer, il ne savait pas. S'il y avait une lettre, il disait « Viens me lire ma lettre », c'est arrivé par la poste. Ouais. Et je pense que ça l'a toujours gêné à quelque part. Donc, il rêvait d'autres choses pour nous. OK. Mais en même temps, il ne pouvait pas nous accompagner dans ce qu'on faisait. Ouais. Donc, son modèle, c'était les champs. Et pour les champs d'arachide, puis c'est un travailleur extraordinaire, infatigable. Puis il disait tout le temps, mettez la même discipline à l'école, que vous enseignez dans les champs, vous appliquez la même discipline ailleurs et ça va fonctionner. Et puis, et moi, ma mère a eu 9 enfants, puis sur les 9 enfants, les 7 sont allés à l'université. Ah oui, hein? Les 7 sont allés à l'université, il y en a 3 qui ont fait des doctorats quelque part. Ah oui, wow! Toutes les autres, ils sont devenus des ingénieurs. C'est assez impressionnant, je dois avouer, Boucard, tu sais, quand tu as des parents qui n'ont pas connu l'école, puis qui réussissent à transmettre une culture, je dirais, comportementale. Guillaume, c'était ça ici, c'est la même chose. J'ai des souvenirs de jaser avec mon ami Serge Bouchard qui nous a quittés, je le salue. Je ne peux pas dire dans son ciel parce que... Mais en tout cas, saluons Serge. Il est quelque part dans la nature. Quelque part. Oui, dans les racines des arbres, mettons. Mais Serge Bouchard disait, Boucard, tu sais, tu racontes cette histoire que tu racontes, c'était le cas du Québec il n'y a pas longtemps. La grande majorité des intellectuels de la Révolution tranquille ici, c'est des gens dont les parents n'avaient pas fait l'école tant que ça. Il y en a beaucoup, c'était des analphabètes. Et à un moment donné, est arrivée cette révolution où on a poussé l'éducation, puis développé les cégeps pour permettre aux gens d'aller à l'université. Le changement est arrivé après. Mais c'est un peu ça, là. Il y a beaucoup de la génération qui a 80 ans aujourd'hui, 70-80, leurs parents, il y en a beaucoup, ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas allés à l'école. C'est la marche du temps. Tu dis, là, tu as passé jusqu'à 17 ans, 24 ans à aider ton père dans les champs, à être au Sénégal, dans ce milieu-là. Jusqu'à ce que je prenne mon billet pour ici. OK. Oui. Bon, comment ça fonctionne, disons, mettons, l'école ou de quelle école parle-t-on? OK? Parce que, par exemple,
il y a différents systèmes, OK? Par exemple, tu as des écoles, je dirais, mixtes primaires, secondaires dans certaines régions, puis là, plusieurs villages vont là, puis après ça, les Ah enfants. ouais, Tu sais, tu as plusieurs pas le configurations, connaisseur. indépendamment des pays. Toi, Ouais. c'est quoi? Puis comment tu as évolué là-dedans? Ouais, c'est une question de connaisseur. Quelqu'un qui a voyagé, qui a vu c'est vrai ce que tu dis, mais nous, on avait vraiment l'école primaire ensuite secondaire dans le même lieu. Et OK. après l'école secondaire, ben, il fallait quitter pour partir faire le lycée ailleurs. Le lycée étant l'équivalent du cégep Oui, ici. oui. Puis donc, le lycée, moi, je l'ai fait dans la capitale, à Dakar, mais dans la banlieue de Dakar, une banlieue qui s'appelle Pikine. Ouais. C'est là que j'ai fait mon lycée. Et donc, mais l'école, c'était gratuit pour tout le monde. Et nous, on avait, je le répète, on avait un président qui était un poète, Léopold Sédar Senghor. Les gens qui aiment la poésie connaissent Senghor. OK. Et Senghor, il passait plus son temps à écrire ses poèmes qu'à à s'occuper des affaires de l'État, mais c'était quelqu'un de fantastique. Il croyait à l'école et ça a été, je pense que beaucoup de grands intellectuels de l'Afrique après les indépendances, Afrique de l'Ouest, sont partis de Dakar, du OK. Sénégal. Parce OK. que, honnêtement, là, ça a été, même à l'université, on avait vraiment une université de qualité, OK. avec beaucoup de coopérants quand même, mais on avait une université de qualité, on avait des résidences universitaires, un restaurant, c'était pas bon, tout qu'on mangeait tout le temps. Mais même les fils de paysans avaient une petite bourse. Moi, je suis arrivé à l'université, j'avais une bourse de 23 $, même pas 20 $, mettons, par mois. 20 Ouais. $ par mois, moi, je me disais, je suis riche, là. Et Ouais. puis, donc, cette bourse-là me permettait d'avoir une petite chambre, un lit, puis l'électricité, puis pouvoir faire tes affaires à l'université. Donc, ça a été ça. Puis, il y a les parents qui nous ont souvent servi cette sagesse qui dit l'école, c'est comme les toilettes, on s'assoit puis on force. Il n'y a pas d'autres techniques d'enseignement là. Il n'y a pas des compétences transversales, verticales, obliques. Tout ça, ça n'existe pas. Assieds-toi puis force. C'est aussi Assieds-toi puis simple que force. ça. Hmm. Hein? Et est-ce qu'on parle d'une structure assez française, d'après ce que je comprends, une structure Oui, académique française? oui, oui, On est c'est une là-dedans, là. copie. C'est Ce n'est ça. pas une structure, c'est une copie conforme Parfait. de la façon du système d'éducation en France là. Ouais. Parce qu'on vient quand même des colonies françaises. Nous, Ouais. l'Afrique de l'Ouest, la grande majorité des pays Ouais. sont indépendants depuis 1960. Ouais. Donc, et puis, donc, c'est l'école française. Et puis, en avançant, on avait beaucoup plus de coopérants. Même au secondaire, moi, j'avais des coopérants qui m'enseignaient là. Ah ouais, hein? Ça a changé maintenant beaucoup, beaucoup. À l'université, quasiment 90% de mes profs, c'était des Français. OK. Des coopérants français qui nous enseignaient la biologie à l'université de Dakar. Maintenant, ça a beaucoup, beaucoup changé, mais c'était quasiment l'école postcoloniale, là, avec les OK. traces du colonialisme. On les Ouais, sentait ouais, ouais. partout. On les sentait partout. Tu vois cette espèce de ségrégation entre les locaux puis nous. On le sent, nous, on l'a vécu. À Ouais. l'université, si tu parles au prof, il ne te regarde même pas, il avance. Puis le professeur arrive, puis il efface même pas son tableau. Ça prend quelqu'un pour venir effacer le tableau, déposer sa craie. C'est ça. Ça a été ma génération, on a vécu ça, nous. Comment tu as développé, comment je pourrais dire? Tu es reconnu pour ton intérêt, tes intérêts assez multiples, mais tu Ouais. as fait ton doctorat en océanographie, tu as travaillé sur, tu as enseigné en biologie, tu as enseigné à l'université. Les intérêts scientifiques, je dirais, ou les intérêts plus particuliers de tes études graduées, c'est venu comment ça? Bon, moi, mes études graduées, ça dépend lesquelles. Moi, je viens du végétal, d'abord. Donc, j'ai fait une maîtrise en biologie végétale à l'Université de Dakar. Après ça, je Ouais. suis allé en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est vraiment les végétaux et la mer, les Puis deux. sur quoi tu as travaillé pour le fun, là, ton Ah, mémoire sur les végétaux, là? comment tu dis ça? Sur quoi tu as travaillé pour ta maîtrise sur les végétaux? C'était quoi ton sujet? Ah bon, moi non, c'est beaucoup plus les bactéries symbiotiques des légumineuses. J'avais commencé à travailler là-dessus, puis après ça, je suis venu ici, là, ce qu'on appelle les rhizobiums. Les OK. rhizobiums,
l'arachide étant une légumineuse, les racines des légumineuses sont en symbiose avec des bactéries qu'on appelle les rhizobiums qui permettent de capter l'azote atmosphérique. Tu sais, OK. qui fait que beaucoup de légumineuses sont capables quand même d'enrichir la terre sur laquelle, de la laisser en meilleure qualité que quand ils étaient là. Et OK. donc, on utilise beaucoup ici le principe, les trèfles. Dans l'agriculture biologique, on plante des pois, des trèfles, puis une fois que ces légumineuses ont poussé, ben, on les ensevelit dans la terre au lieu d'utiliser des engrais chimiques. Alors, donc, ça, c'est un des sujets qui m'intéressaient beaucoup. OK. Puis par la suite, je suis allé en océanographie, mais je reviens, je me rends compte qu'en vieillissant, je reviens au végétal beaucoup, parce que je fais des documentaires pour Radio-Canada sur l'histoire de l'alimentation, beaucoup. Et c'est des sujets qui me passionnent, même un peu plus que l'océanographie Ah aujourd'hui. oui, hein? Oui. Puis ta thèse, là, ta thèse en océanographie, c'était quoi? Qu'est-ce que tu étudiais à ce J'ai moment-là? travaillé sur l'éperlan arc-en-ciel. Je pense que j'ai vu l'article scientifique là, dans ta soutenance de thèse ou quelque chose sur l'éperlan, Oui, oui. ça se peut. Mais l'éperlan, c'est un petit poisson qu'on pêche à l'embouchure des tributaires du Saint-Laurent en hiver. Ouais. Et des fois, quand tu en parles, les gens te ramènent au poulamon. C'est le poulamon qu'on pêche à Sainte-Anne-de-la-Pérade, qu'on appelle le petit poisson des chenaux. Ouais. Alors, c'est la même grande famille, mais ce n'est pas l'éperlan. L'éperlan, c'est vraiment à l'embouchure des rivières qu'on trouve ce poisson-là. Pourquoi à l'embouchure des rivières, là où les rivières se jettent dans l'estuaire du Saint-Laurent? Parce que c'est les endroits un peu moins froids pendant l'hiver, sous la glace. Parce que tu as quand même un peu d'eau douce qui arrive et qui dilue l'eau salée. Et en diluant l'eau salée, ben, la température diminue parce que si tu essaies de geler de l'eau salée, ça prend... L'eau salée gèle à une température plus basse que l'eau douce. Ouais. Donc, ces poissons se tiennent là. Donc, tu vois les gens construire des cabanes, puis sortent ces poissons-là qu'on appelle les éperlans. Moi, j'ai travaillé sur les protéines antigel des éperlans. Comment ils font pour ne pas péter aux frettes, comme disent les Québécois. Cette expression que je trouve fantastique, péter aux frettes. Pour moi, c'est une grande fierté qu'on a. Mieux que ça pour traduire la mort, c'est péter aux frettes. Il est tombé raide mort, il a pété aux frettes. Ouais. Alors, donc, moi, j'ai travaillé sur ces protéines de tolérance au froid et sur les alcools de sucre que produisent aussi les éperlans, le glycérol, qui leur permet de tolérer ces froids. Parce que même chez les poissons qui vivent ici, il y en a aussi qui sacrent leur camp en Floride, comme font les gens à Winnebago. Là. Tu vois ce que je veux dire? Et les plitophres restent. Le poulamon en fait partie, la morue, l'éperlan. Il y en a qui restent sous la glace et qui ont développé au fil du temps des stratégies adaptatives au cours de l'évolution qui leur permettent d'être sous la glace. Donc, les protéines antigel empêchent ces poissons-là de geler pendant l'hiver. C'est quelque chose que je trouve fascinant, puis je trouve ça drôle que tu parles de ça. Je regardais quelque chose récemment qu'on retrouve, je pense que c'est ce genre de protéines-là qu'on retrouve chez les insectes également, qui sont sous la couche de glace et le printemps, carrément, ils reviennent à la vie. Là, ils appellent ça la résurrection. Oui, monsieur. C'est complètement incompréhensible. Wow, c'est quelque chose qui va jusqu'à moins 40 degrés, puis ça reprend en vie comme si de rien n'était. Mais ça, c'est une adaptation. Parce que des fois, j'entends les Québécois dire « Hey, nous autres, on est adaptés à l'hiver. » Et puis je dis « Non. Attends un peu, là. Ça fait 600 ans que vous êtes là. Darwin va te dire « Non. 600 ans, là, c'est passé pour s'adapter à un climat, là. » Cette adaptation, on ne peut pas parler d'adaptation à partir du moment où la chose n'est pas fixée génétiquement. Et c'est transmis à la descendance. Ça veut dire que le jour où les Québécois comme Douai et Guillaume vont être adaptés à l'hiver, il faut peut-être que les enfants viennent au monde avec des skis. Ça va faire mal. Je reconnais ton humour là-dedans, Boucard. Puis si tu permets, j'oserais un sujet qui est un peu plus sérieux, qui est toujours un défi pour moi d'aborder autant avec mes clients individuels, autant dans des conférences privées où est-ce que tu as beau mettre, je dirais, des gants blancs puis des trigger warnings, c'est de plus en plus difficile d'aborder certains sujets. Puis, ouvre la porte toute grande. Puis, je ne peux pas passer à côté
avec une entrevue avec toi. La composante biologique humaine et la Oui, composante culturelle et l'interaction entre les 2. Alors, oui. comme tu le sais, on est en pleine guerre ouverte par rapport à ces 2 phénomènes-là et j'ai le regret, de constater que, c'est de plus en plus présent dans le milieu académique, qui est littéralement un cancer, particulièrement Absolument. dans les sciences sociales, qui ont de moins en moins de rigueur scientifique au profit des idéologies. Je m'arrête là. J'aimerais en premier te poser la question, est-ce que tu le vois ça? Est-ce que tu l'as vu venir? Puis quel est ton regard là-dessus? Comment tu te sens par rapport à ça dans ta position? C'est un Mais énorme sujet, puis j'ai pas. On regardera où ça nous mène, là. est-ce que je l'ai vu venir? Non, pas du tout. Mais j'entends beaucoup mes amis qui sont à l'académie parler de ça. Beaucoup, beaucoup, là. C'est-à-dire que j'ai fait des émissions aussi où des biologistes sont venus parler de la nature animale de l'humain, tu vois. Et des fois, ça soulève des passions. Ça soulève des passions parce qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires à ça. Mais moi, je Ouais. suis un biologiste passionné par les sciences de l'évolution. Je veux dire, l'humain, c'est un animal, là. C'est un animal, il a beau être évolué, avoir une grosse tête là, énorme, un cerveau qui fait 2% de la masse du corps et qui consomme 20% de l'énergie. C'est quelque chose. Alors, on a beau vouloir l'affranchir de sa nature animale, ça ne passe pas. Ça ne peut pas aller. Par contre, de vouloir tout mettre sur les gènes, c'est aussi une fausseté. Et je pense que c'est une erreur qu'on a fait pendant très, très longtemps, là, de penser tout le temps génétique, génétique. On se rend compte qu'en fait, l'humain, l'évolution est aussi culturelle. C'est pas juste l'évolution. Je suis en train de lire un bouquin fantastique de Joseph Henrich. Donne-moi juste 30 secondes, il faut que je le montre. OK? Oui, vas-y, vas-y. Parce que je pense que c'est à ça que servent aussi des rencontres comme ça. Je pense que ce bouquin-là, c'est un livre que je trouve fantastique. Tu vois bien, là, l'intelligence collective. Hein? Alors, moi, je pense que c'est un peu cet aspect-là aussi, il faut en tenir compte. Et ça, je pense que les biologistes là, ont tassé ça pendant très, très longtemps, de regarder l'humain seulement sous l'angle de la génétique et des gènes, puis de la transmission des gènes. Mais l'humain, c'est plus que ça. L'humain, c'est aussi c'est l'amour, le sexe. C'est pas juste pour... finalement, ce n'est pas juste une histoire de spermatozoïde qui rencontre l'ovule puis ça génère un enfant. Ça fait partie de la chose. Mais le sexe dans le monde animal, n'en déplaise à tous les grands penseurs de l'époque qu'ils voyaient sous cet angle-là, c'est beaucoup plus, c'est un lien social. C'est beaucoup plus que juste passer des gènes. Donc, je pense qu'il y a eu des dérives aussi qui nous ont amenés là, ce que je veux dire, Guillaume. Mais c'est de vouloir tout tasser la nature animale de l'humain aussi, c'est une dérive. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Ça ne peut pas être ça. Là. J'ai l'impression que la vérité est au milieu. Ben, c'est ce qui est malheureux puis ce qui est difficile, c'est d'être capable de, je dirais, mettre en adéquation ces 2 composantes-là, c'est-à-dire les Ouais, composantes sociales ou environnementales puis les ouais, composantes biologiques, parce que tout est une question de quel phénomène tu étudies. Chaque ouais, phénomène a sa particularité, puis il y a des phénomènes dont la biologie prend plus de place, puis il y a d'autres phénomènes dont l'aspect social prend plus de place. ouais. Et ça, et ne serait-ce que, puis là, c'est une question que je ne sais pas si on te pose souvent, mais on me pose souvent, c'est comme, quel est le pourcentage exact de biologie, quel est le pourcentage exact de l'environnement? Mais ça, je pense que personne ne peut répondre à ça, en fait. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas comme dire l'humain, c'est 50% de génétique puis 50% de social. Je pense que c'est des choses qui varient beaucoup en fonction de où il est et ce qu'il fait. Mais on ne peut pas renier la nature génétique de l'humain aussi. Moi, je m'appelle Boukar Diouf. Je suis noir, originaire du Sénégal. Et je le sais que je ne synthétise pas beaucoup de vitamine D, comparé à toi, Guillaume, parce que je suis noir. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui est génétique. Ouais, OK? ouais, ouais. Et je sais aussi
que la raison pour laquelle je ne synthétise pas beaucoup de vitamine D, c'est que mes ancêtres ont grandi sous les tropiques. On grandit sous les tropiques, alors que les Homo sapiens qui ont quitté l'Afrique, qui ont migré vers le nord, qui ont rencontré Néandertal qui est aujourd'hui disparu, ils étaient confrontés aussi à la diminution de l'énergie venant du soleil, la chaleur. Et donc, je pense qu'une des théories les plus admises aujourd'hui, que c'est le désir, pas le désir, mais la nécessité de vouloir de synthétiser plus efficacement la vitamine D serait un des précurseurs de l'éclaircissement de la peau, un peu. Mais ça, on ne peut pas juste dire aux gens les particularités ethno-raciales n'existent pas, ça s'arrête là. On ne peut pas parler de ça, là. Mais c'est vrai, moi, je prends des suppléments de vitamine D, puis j'en prends plus que les blancs. Je dis à mes amis, prends-en. Puis si tu as un truc de luminothérapie, prends-le, ça va t'aider. Il n'y a pas de doute là-dessus en hiver ici. Ben, c'est parce que ça nous amène aussi à être confronté avec des doubles discours qu'il y a en ce moment, qui est la valorisation des différences tout en maintenant des tabous concernant des différences. Ouais. On ne peut pas être plus en contradiction que ça avec toutes les politiques dont on fait la promotion. C'est comme, parfois, on veut être complètement différent, puis après ça, on dit non, on ne veut pas être différent, on est exactement pareil. Ouais, on a une relation qui est, selon moi, extrêmement malsaine avec la différence en ce moment, et on banalise la différence comme si toute différence est exactement pareille ou a le même impact. Et donc, on a comme créé un espèce de tabou autour de la notion de différence. Moi, c'est vrai pareil. Hein. Moi, je ne suis pas très outillé pour ces sujets-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que tu dis, la façon dont tu le formules, je trouve ça fantastique parce que c'est une réalité pour vrai. Je veux dire, on dirait qu'on veut une chose et son opposé. Mais je trouve pas, je sais pas. Je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est pas... ça n'a jamais été comme... Moi, je suis un universaliste. J'ai tout le temps été comme... On a l'air si différent, mais en s'approchant de toi, tu vas voir qu'on se ressemble tellement. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Ma mère a toujours dit, Boucar, tant la main ouvre le cœur. L'humain est le meilleur remède pour son prochain. Ils disent ça. En langue Wolof, on dit Nit Nitay Garabam. Ça, c'est les Wolofs qui disent ça. Moi, je suis un Serer. Les Serers, ils disent Okino Kinna Fayan. Okino Kinna Fayan, ça veut dire l'humain, c'est l'humain qui est le remède pour son prochain. Et on ne dit pas, c'est l'humain en général. C'est-à-dire la diversité. La diversité, pour moi, moi, je suis pour la diversité. La diversité, ça crée la richesse, mais en autant qu'elle ne soit pas cloisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En autant que ça ne soit pas une diversité, on dit nous, ce groupe-là, l'autre groupe, puis nous, le groupe ici, puis on a des murailles autour de chaque groupe. Pour moi, la diversité... Tu nommes directement la contradiction là, en ce moment. Mais c'est ça que je te dis. Moi, je dis la diversité qui crée la richesse, c'est celle où on ne nie pas les appartenances, parce qu'on ne peut pas les enlever, les appartenances. C'est tellement important chez l'être humain, ça. Même chez les bactéries, ça existe. Tu comprends? Même chez les bactéries, tu vas avoir une colonie de bactéries là, qui vont dire, bon, l'autre colonie, il ne faut pas que ça approche d'ici, puis il y a des interactions. On ne peut pas la nier, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de bâtir des murailles autour de cette différence, c'est abaisser les murs pour pouvoir communiquer avec les autres. Ou alors aménager des portes par lesquelles on peut, comme des voisins, on aménage des portes pour pouvoir se visiter. Mais si c'est juste nous, vous, eux, et on bâtit et on cloisonne, ben moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les rencontres qui m'intéressent. Les rencontres. Et rencontrer les gens, ce n'est pas parce que tu vas vers les autres que tu vas perdre ce que tu es. C'est impossible. À moins que ce que tu étais, tu n'y tiens pas tant que ça. Moi, je suis un Africain, un Serer originaire du Sénégal. Et ça, c'est tellement profond chez moi, je ne peux qu'ajouter des choses là-dessus. Je n'ai pas peur, parce que je sais que ça, c'est trop profond chez moi. Mais que quand je te rencontre, tu viens du Québec, puis tu arrives chez moi, mais je vais dire, bienvenue Guillaume, j'ai besoin de savoir qui tu es. J'irai chez les Inuits, ce serait pareil. Tu m'amènerais en Chine, je ferais la même chose. Définitivement.
Mais pour moi, cette conception de la différence où on dit il y a nous, puis on bâtit un mur autour de nous, là, une forteresse tellement haute qu'on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté des murs, parce que c'est ça qui arrive des fois. Et on a l'impression que nous, on s'est fait rejeter, mais en réalité, on a construit notre mur nous-mêmes si haut qu'on ne voit plus les autres de l'autre bord. Tu sais. Mais ça ne marche pas. Puis tous les États qui ont basé leur modèle sur ça ne fonctionneront pas. Le post-nationalisme, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Puis on entend les gens le répéter, mais en réalité, il faut une certaine interculturalité, des zones de rencontre, des zones d'échange. Mais si on a 250 communautés qui monologuent, chacun monologue de son côté, ben ça ne fait pas une nation. Désolé, mais c'est la vérité. Ben, ce discours-là ne fait pas l'unanimité en ce moment, hein, parce que aussitôt je dirais qu'on challenge la notion de diversité sous une forme ou sous une autre, tu deviens facilement oppresseur de cette diversité-là et donc oppresseur de groupe et tout ça. Donc, c'est un discours qui est difficile à avoir rationnellement, particulièrement Mais sur en la tout place cas, publique. pour créer un État-nation, il faut un certain dialogue entre les composants de cet État-là, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi dans un environnement avec beaucoup de groupes sociaux. Je n'aime pas beaucoup le groupe ethnique parce que ce mot-là est un peu... Mais j'ai grandi dans un environnement, juste au Sénégal, là, tu as les Wolof, les Serer, les Toucouleurs, les Diola, les Mankagnes, les Mandjak, les Tana. Tu changes juste de place, là. Et quand ce que je te nomme, là, tu vas juste au Cameroun, parce que Sénégal, c'est un petit... Mais Cameroun, juste au Cameroun, tu as quelque chose comme 300 langues différentes, avec des cultures, des façons de célébrer la vie, de danser. Et au Sénégal, c'est comme ça. On n'en a pas autant qu'au Cameroun. On en a peut-être une vingtaine. Mais il reste que c'est ouvert. Si je veux dire, les gens, ils communiquent entre eux, ils s'entendent, ils se marient entre eux. Moi, je suis un Serer, mais je parle le Wolof couramment. Et j'ai des amis qui sont Wolof, ils parlent le Serer couramment. Les gens se marient entre eux. Et ils célèbrent une espèce d'interculturalité parce que c'est des cultures différentes. Et c'est ça a créé la solidité de l'État-nation qu'on a, parce que c'est une des plus solides de l'Afrique de l'Ouest, pour vrai, là. Et puis, pour moi, l'idéal, il est là. C'est pas parce que le Serer va vers le Wolof qu'il va arrêter d'être un Serer ou inversement. Comment t'expliques ce qui se passe ici? C'est quoi la formule qu'il faut importer du Sénégal? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de le faire ici? Ben, je ne sais pas, mais Senghor disait s'intégrer, c'est assimiler sans se faire assimiler. On peut le faire, ça. Assimiler sans se faire assimiler, ou c'est ça. Mais le Sénégal, il y a ce qu'on appelle le cousinage de plaisanterie qui est très présent en Afrique de l'Ouest, où les communautés ethniques, j'aime pas le mot, mais il n'y a pas de remplacement. Donc, sont jumelés pour rire les uns des autres. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre quelqu'un et je sais que c'est un Peul, je connais les Peuls un peu, et le Peul et le Serer sont des cousins de plaisanterie. Ça fait que si je rencontre un Peul, même à Montréal, juste par son nom de famille, là, j'ai le droit de rentrer dedans. De dire, voyons, qu'est-ce que les Québécois ont fait pour laisser rentrer des individus pas intelligents comme toi ici, et il va rire tout de suite, tu sais. Ben, et c'est donc, ça a tu été vois, une c'est un bon utilisation de point. l'humour fantastique. Ben, c'est un super point, t'imagines. Je veux dire, ce que tu décris là est absolument, mais absolument impensable dans le contexte actuel. Imagine, moi là, je rencontre quelqu'un là d'une autre culture ici, là, puis je fais une blague. Je te jure, 24 heures, donne-moi 24 heures, c'est fini, j'ai plus de carrière. C'est sérieux. Oui, mais je pense que c'est le rôle de l'humour, ça a toujours été ça. L'humour, son rôle, pour moi, là, c'est de bousculer les représentations, de casser les barrières, de rapprocher les gens. Mais ça ne peut pas être juste, je fais rire les gens qui me ressemblent et les autres. Non, mais alors nous, nos ancêtres avaient compris ça. Ils ont dit, on va utiliser l'humour pour vous rapprocher. C'est-à-dire que quand toi, tu rencontres le Toucouleur, et ça m'est arrivé souvent d'être avec des amis québécois, tu sais, et de rentrer dans un autobus, mettons, puis quand Paul arrive, puis il regarde, me voit, oh nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment on a laissé des gens sous-évoluer comme toi rentrer dans les autobus ici? Et là, tu vois, les Québécois se crampent, tu sais.
parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils disent, Oui, mon Dieu, oui, qui est oui, raciste. oui, Mais ça a toujours été comme ça. Et ça, là, c'est tricoté. Toute la gang dans les clans, les noms de famille, tous les gens se tirent la pipe. Et puis, ils ne se chicanent pas. Ils ne se tapent pas dessus parce que c'est de même. Mais ce que tu dis est vrai parce qu'aujourd'hui, l'humour, c'est une arme à double tranchant. Ça dépend qui le fait. Mais moi, j'ai jamais gardé cette frontière-là quand je suis arrivé ici. J'ai observé les Québécois pendant longtemps. ouais, Et puis, j'ai décidé de rire de leur travers assez généreusement. Puis les ouais. gens, ça ne leur fait rien. Ils sont contents. Au contraire, ils disent, non de Dieu, mais qui nous a étudié, ça n'a pas d'allure. Tu leur montres une image miroir, puis ils rient. Quand tu leur dis, écoute, vous dites que vous aimez l'hiver, mais au printemps, vous êtes tellement écœuré de l'hiver que vous essayez de bouffer les maudites derniers bancs de neige en les mélangeant du sirop d'érable. Mais tu vois, c'est ça que moi qui m'affecte beaucoup, tu sais, parce que là, dans ce que tu dis, on parle d'un peu quand on parle du mot, on parle de liberté d'expression, être capable de pouvoir exprimer des choses, puis prendre des risques aussi, parce que quand tu t'exprimes, tu prends le risque, même si ton intention est bonne, il reste que c'est une prise de risque, puis des fois, ben là, c'est moins drôle, des fois c'est plus drôle, mais je veux dire, c'est ça aussi les interactions humaines, c'est toujours une espèce de prise de risque, puis en ce moment, on peut moins les prendre. Puis je vais prendre la balle au bon avec ce que tu dis, puis je vais raconter une anecdote de voyage, OK? Parce qu'on parle évidemment beaucoup de racistes, OK? Puis là, moi, mon exemple, quand je m'en vais dans des communautés, dans des tribus, des villages, à chaque fois que j'arrive, je me fais tout le temps regarder comme un extraterrestre. Il y en a qui se sauvent, il y en a, les enfants pleurent, il y en a qui ne sont pas contents de me voir. Puis c'est un effet qui est relatif à la surprise, qui est relatif à l'inconnu, qui est relatif à toutes sortes de phénomènes normaux reliés à la nouveauté, puis qu'on est capable de passer au travers avec ce qu'on appelle des relations. OK? Et moi, je pense que dans tous les villages où je vais, tout le monde rit toujours de moi à un moment donné, pour une raison ou pour une autre. Puis je vais tout le temps me rappeler, à un moment donné, j'étais dans les Korowai, chez les Korowai en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ils n'ont pas de souliers, hein, les gens là-bas. Donc, leur plante de pied, le dessous du pied, est tellement épais qu'ils marchent sur n'importe quoi. Ça devient coriace. Oui. C'est ça. Mais moi, j'ai des pieds avec une petite peau, là, une petite peau sensible là, de bébé rose. Puis là, moi, je n'étais pas capable. Tu as des pieds avec une peau de prépuce. C'est peau de prépuce, carrément. Merci, merci. J'avais jamais pensé à ce concept-là. Merci. Mais c'est ça. Là, j'avais le nom, par exemple, de pied mou. Alors, j'étais pied mou. Partout où j'allais, c'était comme parle à pied mou, le blanc avec les pieds mous. C'était pied mou, attends, pied mou, nous ralentit, pied mou, pied mou. Donc, tu sais, comme tu dis, l'humour basé sur ta physiologie, c'est comme c'est dommage que ça se soit perdu. Puis bon, évidemment, il y a eu des dérapages, hein, je veux dire, ça ne vient pas de nulle part non plus. Mais ça m'attriste profondément qu'on ait perdu la capacité de rire de nos différences. Oui, rire les uns des autres. Oui. Rire les uns, mais c'est vrai ce que tu dis, pareil, parce que tu sais, toi, tu es allé jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour vivre ça, mais moi, je l'ai vécu là, ce que tu racontes là, mais dans l'Est du Québec, dans les années 90. Je le raconte souvent, être dans la queue d'un Stanberg, à l'époque, là. Oui. Le magasin Stanberg. Oui. Puis il y a une maman devant avec son petit garçon, puis là, tu dis au petit garçon, tu dis, je vais essayer de faire un petit bonjour, comme ton chien, il fait en arrière, là. Ben oui, c'est ça, là, il va s'intégrer. Hein? On parle d'intégration, tu vois, il faut. Oui. Ah, il est hot. Oui. Mais quand tu parles d'intégration, lui, pour moi, c'est un modèle d'intégration chez l'humain. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Là? Oh! Pour moi, c'est lui qui comprend le plus l'espèce humaine, tout le reste des animaux. Pour moi, là, on compare des fois les humains, on dit l'humain, proche parent du chimpanzé et tout ça. C'est vrai, mais le chien, c'est le plus proche de nous. Le chien, c'est extraordinaire parce que le chien a une structure sociale proche de nous. C'est une structure avec un chef, un chef. C'est assez hiérarchique. Quand on parle du loup qui est son ancêtre, là.
Ouais. Mais le chien, c'est qu'à force de nous observer, tu sais qu'il y a des gens qui pensent que le chien est arrivé chez nous 30 000 ans. Il y a 30 000 ans, ça veut dire 20 000 ans avant les autres espèces. Ah ouais, 20 hein? 000 ans Je savais avant pas. les premiers. Les mammifères domestiqués, ça a commencé à 10 000 ans à peu près. 10 000 les Ouais, dromadaires, tout ça là. 10 ouais, 000 ans. Et les gens pensent que 30 000 ans, le chien, il y a 30 000 ans, ça veut dire qu'il est arrivé 20 000 ans avant les autres. ouais, Ça veut dire à 20 000 ans avant les mammifères domestiques, le chien vivait avec l'humain. Il ouais, a eu le temps de l'étudier, ouais. de lire ses émotions et même de développer des muscles au niveau de la face pour pouvoir faire, nous montrer ses émotions. C'est parce que c'est comme ça qu'il a développé. Un loup, ça ne regarde pas un humain dans les yeux. Il n'y en a rien à foutre d'un humain, un loup. C'est un prédateur supérieur. Le loup, il te regarde pas. Le chien, il te regarde dans les yeux parce qu'il veut lire ce que tu veux dire. Et ils ont développé des muscles pour pouvoir le faire. Et ça va plus loin que ça parce que même aujourd'hui, les chiens produisent de l'amylase salivaire, l'amylase pour digérer Ouais, les sucres. Ils ne ouais. l'avaient pas avant. Le loup, il n'y a pas besoin de ça. Non, C'est attends, à force de juste manger les comprendre. restants à table. Et donc, ça a été, pour moi, c'est un animal qui est quasiment, c'est tellement intégré, mais et pourtant, il est encore un loup. C'est ça que je veux dire. Il est intégré à l'homme, mais c'est l'est encore. Parce que de temps en temps, tu le promènes dans la rue, passe devant un bungalow, puis chie devant. Exactement, ça c'est un loup qui dit tout ce territoire m'appartient. Moi, je n'ai pas besoin de me cacher comme un chat pour faire caca là. Ouais. Parce que je suis un loup. Je vais chier devant ton bungalow, puis là, je te dis ça veut dire que tout ce territoire m'appartient. Puis si tu penses que c'est à toi, Boucard, parce que tu payes l'hypothèque de ton bungalow, bien moi, je t'emmerde. C'est vraiment ça là. Mais juste un mot sur l'amylase. Là. Tu disais que l'amylase, c'est une protéine qui sert déjà à prédigérer Enzymatique. les aliments dans la Oui, salive. exactement, pour digérer les sucres. Alors, mais les loups, ils ne mangent pas les restants de pommes de terre, là. Ou les restants de patates qu'on leur donne ou les restants de pain. Là. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc, le chien, à force de manger les restants de table des humains, il s'est humanisé aussi. OK, Il est OK, capable de lire nos émotions avec ses muscles qui sont là, de OK. telle sorte que quand il commet une gaffe et tu essaies de le chicaner, il fait comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Tu sais, il le Ouais, fait, ouais, tu le ouais, ouais, vois. ouais. Tu le Oui, vois. il y a des émotions, un spectre émotionnel, comme par exemple la culpabilité. Oui, mais Ouais, il continue quand même il continue quand même de perpétuer les caractéristiques de son ancêtre, le loup. ouais. Tu vois, parce que les loups, ils creusent beaucoup. Quand ils ont de la nourriture, puis en reste, ils creusent. Mais le chien, il continue de creuser encore. Il Ouais. continue de creuser. Ça c'est une caractéristique du loup, de faire son caca là, au vu aussi de tout le monde. Ça, je suis le prédateur suprême qui je réclame ce territoire. OK, Appelez-moi messieurs. OK, Et OK. maintenant, même si c'est un chihuahua, il le fait quand même. Ouais, Puis tu regardes ouais, ça, tu dis, OK, excuse-moi, mais tu es assez loin du loup pareil. Là, ouais. ça ne marche pas, mais tu regardes ça, puis tu dis, OK, c'est comparé à un chat, mettons. Le chat, Ouais. ça fait quand même depuis le néolithique qui est avec nous aussi. Hein? Depuis qu'on a commencé à avoir des greniers, tu le sais, tu es en anthropologie, tu sais. Depuis qu'on commençait à avoir des greniers, le chat est arrivé, puis les gens ont dit, ah, il est bon pour chasser la vermine, on va le laisser. Mais on ne l'a jamais domestiqué, le chat. Le chat n'a pas été domestiqué. Arrivé, on l'a trouvé beau et efficace et il est resté. Mais tu le vois que le chat n'est pas domestiqué. Il n'y a pas les mêmes liens avec l'humain que le chien. Ouais, Le chat, ouais, c'est un indépendant. ouais. Puis, il n'a pas perdu son instinct de chasseur. Il se lève, il s'en va amener un oiseau. Puis il te dit, check Guillaume, je t'ai amené un oiseau, puis c'est juste pour te dire que je suis capable de chasser. Ça fait que si tu ne me crises pas la paix, je décalise de chez toi, puis je m'en vais. C'est ça. Mais les animaux, je veux dire, ce que je comprends, c'est que tu aimes les animaux. Bon, oui, tu es en Ah, biologie, mais grandi avec les animaux, c'est moi, ça m'apaise. Les animaux, chaque année, je vais 2 fois visiter les ébus de mon père au Sénégal. ah ouais? Ouais, je reviens de là, il y a 2 mois, j'étais là. OK. Et ça me fait du bien, juste les sentir, les voir. Là, ça Ouais. me ramène, il y a quelque chose que ça produit chez moi. Mhm. Ça me fait du bien, mais leur histoire me fascine aussi. Mhm. Les rapports que nous entretenons avec eux, Ouais. comment on les a changés avec le temps, Mhm. et Mhm. comment on s'est adapté les uns aux autres, parce que c'est surtout ça, Mhm. s'adapter les uns aux autres, parce que
c'est pas juste au niveau des humains. Même les animaux qui vivent avec nous, on vit une certaine interculturalité avec les animaux. Tu sais. Ouais, La vache, c'en est un. Nous, on est des éleveurs de vaches. En Afrique, beaucoup de personnes ne tolèrent pas le lactose. Tu sais. ouais, Ils ne sont pas capables de digérer le lactose parce que la vache ne faisait pas partie de leur univers, tu vois. ouais. Alors, donc, il y a beaucoup de gens, les Asiatiques, la grande majorité sont très intolérants au lactose, alors que les Occidentaux, ben, qui ont domestiqué les vaches et qui petit à petit les ont transformées en ces usines qui font beaucoup de lait, ben, ils produisent la lactase à l'âge adulte. Mais la lactase, généralement, chez les mammifères, tu produis ça quand tu es bébé, Ouais, puis une fois que tu es sevré, c'est fini, là. ouais. Mais les Occidentaux ont recommencé à produire la lactase à cause de l'abondance du lait qu'ils mangeaient. Et puis, quand ils ont découvert qu'une bonne partie de la planète était intolérante au lactose, ils ont dit, ben non, aux autres, ils ont un problème. Mhm. Mais non, ce n'est pas eux qui ont un problème, c'est vous. Parce que la vérité, c'est que Ouais, tu ne vois jamais un taureau essayer de téter sa maman là, pour se faire du lait. Ça ouais, ouais, n'existe pas là, dans la nature. Donc, ouais. ce que je voulais dire, c'est que c'est un beau modèle d'étude de toutes ces rencontres, parce que ça aussi, c'est des rencontres en quelque part. C'est des rencontres d'univers qui sont tellement différents et il faut trouver une relation d'équilibre entre les deux. Tu sais. Et ça, Mhm, chacun doit faire son bout de chemin. Tu sais. mhm, Tu sais, mhm. un chat, là, tu peux posséder un chat, mais le chat, il ne deviendra jamais un chien. Tu sais. Il Ouais. va falloir Ah qu'il ouais, fasse un effort. ouais, Tu sais. ouais. Le chat, il a besoin de sa litière, il va faire caca dans sa litière, puis il va le recouvrir. Mais pourquoi il le recouvre? Ben, il faut retourner dans son histoire. Puis je pense que pour les humains, c'est ça. C'est un Ben, c'est prédateur ça. inférieur. Un prédateur inférieur, si tu fais du caca, il faut que tu le caches. Parce que sinon, tes prédateurs vont être sur ta piste. N'est-ce pas? Mm. Ouais. Alors, donc, tu ne le caches pas parce que tu es propre. Tu le caches parce que tu ne veux pas que ton ennemi te retrouve. Il Mm. te bouffe. Et pour moi, c'est aussi ça. Là. C'est comme avec les animaux domestiques, comme avec les autres, qui ne sont pas comme nous. C'est comme la main qui rentre dans un gant. Il faut s'ajuster. Mhm, Il faut mhm. s'ajuster parce que si le gant ne s'ajuste pas et la main ne s'ajuste pas, ça ne marche pas. Là. Ben, tu vois, le lien pour moi avec la psychologie, c'est qu'il y a une partie importante qui est biologique, puis il y a une partie qui n'est pas biologique, qui est, par exemple, relative à l'apprentissage, d'où la Oui, flexibilité qu'il faut avoir et dont les responsabilités qu'on a. Et oui, tant qu'à moi, il y a une double responsabilité, c'est-à-dire quels sont nos traits, comment on est fabriqué, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pourra pas changer, puis que c'est correct, puis il faut composer avec qui on est. Et il y oui, a une partie, je dirais, flexible ou adaptative, oui, relative à, par exemple, l'interaction oui, ou l'apprentissage. Donc, pour moi, c'est indissociable les deux. Par exemple, les traits de personnalité. Il y a 5 traits de personnalité. Les 5 traits de personnalité sont biologiques, c'est-à-dire l'existence des 5 traits sont biologiques. Mais maintenant, mhm, comment s'exprime chacun de ces traits-là? C'est une interaction de biologie et d'environnement. absolument. Donc, l'existence des traits, c'est biologique parce que c'est validé de façon interculturelle, etc. Mais comment ils se révèlent dans toi? Tu as une partie biologique, puis tu as une partie flexible, tu as une partie Oui, apprentissage. Puis dans cette flexibilité-là, il y a ce qu'on appelle l'ajustement de ce que tu dis, là, le gant dans la main dans le gant. OK? oui, Donc, c'est comme ça va toujours rester tant qu'à moi qu'il y a une double responsabilité, c'est-à-dire se connaître, comme tu dis, est-ce que tu es un chat, est-ce que tu es un chien, quel style de chien, quel style de chat, OK? oui, Puis après ça, ben là, il faut que tu prennes des décisions parce que ton environnement, il bouge, il change. Puis ça s'appelle l'interactivité, ça s'appelle l'environnement, hein, ça s'appelle l'apprentissage. Mais oui, la pour venir, plasticité. pour revenir à notre thème de base, c'est qu'il va y avoir une interaction entre l'aspect biologique puis l'aspect comportemental, apprentissage et culturel et environnemental. Donc, c'est une réunion des deux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix Ouais, de l'envisager comme ça parce que ouais, un chat, c'est une biologie aussi. ouais, Comme un humain, je veux ouais, dire, le chat ne peut pas s'affranchir de l'évolution sur des millions d'années qu'il a façonné. exact, Et exact. même si tu le mets au troisième étage dans un condo, tu le sors dehors, il va quand même te ramener une souris là pour te Ouais. rappeler que fondamentalement, il est un chat. Tu sais. Exactement,
Sauf que nous, on humanise parce que quand le chat amène une souris, le propriétaire dit nom de Dieu, il m'aime tellement qu'il pense que je fais partie de ma famille. Il m'a amené une souris, mais le chat, en réalité, il t'amène une souris pour te dire simplement, regarde, je suis encore un chat, là. J'habite chez toi, mais je suis un chat. Mais le chien, on l'a beau l'humaniser, et c'est vrai que le chien est humain. Tu vois, il est extraordinaire. Les images qu'on voit des chiens faire, des choses, c'est absolument impensable. C'est même, tu peux même pas imaginer ce qu'ils sont capables de faire, mais en même temps, c'est encore des loups. C'est pour ça que je te dis, la nature génétique, elle est encore là. La preuve, si tu les accouples avec un loup, ça va donner un individu. Pas tous les chiens, là, mais c'est la grande famille des canidés, là. Coyote, chien, loup, toute cette gang-là. Si tu accouples un chien avec un loup, tu vas avoir un... Ils appellent ça comme... non, je pense que c'est le coyote. Le chien, le loup accouplé avec le coyote, ça donne des coy dogs ou des coy loups. J'avoue que je ne connais pas ça. Oui, l'hybride s'appelle un coy loup. Le chien avec le coyote, je pense, le coyote et le chien, ça donne une chiotte. Non, c'est pas vrai. Ça, je suis moins sûr. Je vais être un peu challengé là-dessus, mais revenons à toi, si tu permets, puisque le temps file. Tu donnes, quand on ne te connaît pas, mettons, puis je ne peux pas dire que je te connais, mais l'impression d'un homme éternellement et de façon imperturbable en termes de bonheur et d'émotions positives. Est-ce que ça existe, Boucard, Diouf, fâché, déprimé, anxieux, insomniaque? Ben oui. C'est quoi qui te fâche? Qu'est-ce qui te trouble, toi? Oh, beaucoup de choses, beaucoup, mais pas anxieux. Moi, je pense que moi, je suis quelqu'un d'anxieux. Ma blonde qui est en arrière, qui écoute, le sait très bien, tu sais. Ah ouais? Puis d'avoir le mal de vivre, ça m'est arrivé, là. C'est assez profondément même. Ça veut dire que je ne suis pas... Mais il reste que j'ai grandi quand même dans une culture où on disait ne te lâche pas de crier ta joie de vivre. Ne te lâche pas de la crier, puis bientôt tu n'entendras plus d'autres cris. En tout cas, c'est ça. Ça, c'est un proverbe que je me dis, il y a une question d'attitude là-dedans aussi un peu. Mais j'ai mes bugs, Guillaume. J'ai mes bugs, des gros bugs aussi. C'est quoi que tu trouves le plus difficile, toi, mettons, dans cette vie-ci? C'est quoi le défi de Boucard, Boucard dans la vie terrestre? Là? Ça ressemble à quoi, le struggle, comme on dit? Ah, ben, ça ressemble à quoi? Moi, c'est l'évolution de nos sociétés. C'est l'espèce, on en a jasé tantôt, mais l'espèce de cloisonnement dans lequel on va dans nos sociétés, là. Le cloisonnement par la race, par la religion, par l'ethnicité, par qui n'a pas le droit de faire quoi, qui ne peut pas faire quoi, moi, nous, les autres. Ça fait partie des choses qui je trouve difficiles. Je trouve difficile à observer parce qu'en réalité, je vois ça arriver puis je me dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle le post-nationalisme, là, où on dit aux gens, OK, chacun s'installe dans son coin, là, puis on forme des communautés qui se côtoient, puis chacun monologue de son bord. Là. Ça ne fait pas quelque chose de solide. C'est toi qui travailles dans les sciences. Mais toi, tu es anthropologue ou psychologue? Moi, mon doctorat est en psychologie. Fait que moi, mon background, c'est neuropsychologie, psychologie clinique. Voilà. Ben, c'est les sciences du cerveau, là, tu le sais, là, c'est 56 monologues ne font pas une belle conversation, là. Puis je pense que nos sociétés s'enlignent là. Et puis, ça t'affecte, ça? Ça me fâche. Et ça me fâche encore plus quand tu sais que les politiciens vont là-dedans. Quand les politiciens décident là que il y a ces petites murs qui se construisent et là, ils mettent des briques là-dessus. Là. Ils mettent des briques, ils rentrent là-dedans, puis ils élèvent les murs en se disant quoi de mieux que de fragmenter la population pour récolter. Quand tu les disperses, là, les grands prédateurs dans la savane savent que quand il y a un gros groupe qui avance, il faut que tu les disperses pour pouvoir en attraper un. Alors, donc, les gens l'exploitent beaucoup. Ils exploitent ces dossiers-là pour faire du capital politique, mais c'est triste parce que ça ne fait pas une société résiliente. Quand la turbulence va arriver, là,
qu'on va se rendre compte que le post-nationalisme, ça ne marche pas. Mm. Ça ne marche pas parce que c'est comme si tu disais aux gens, ben, on se côtoie, mais on n'a pas comme un idéal commun. On n'a pas un terrain de jeu où tout le monde, on se rencontre, puis ce terrain, on l'aime tellement que quand les choses vont se corser, tout le monde va sortir puis vouloir défendre ce terrain-là. Ouais. Parce que c'est un peu ça le sentiment d'État-nation. Puis ça fait partie des choses qui m'attristent beaucoup de voir ça. Puis je vois l'évolution parce que je suis arrivé ici en 91. Ouais. J'ai vu l'évolution de cette chose-là avec le temps. Mm-hmm. Je le vois. Et puis, il faut regarder au sud du continent pour se rendre compte, au sud du Canada pour savoir que ça ne fonctionne pas là. On le voit. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est une espèce de façon de faire qui est en train de fragiliser toutes les démocraties libérales. Ce n'est pas juste le Québec ni le Canada. Mm-hmm. Tu regardes, qu'est-ce que nous avons en commun là? Qu'est-ce que nous voulons faire collectivement? Ou c'est ça là, cette grande question est au centre de la survie des démocraties libérales, pour vrai. Ouais. Qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce qu'on a quelque chose en commun, toute la gang, ou chacun fait son petit truc à côté, puis c'est juste ça? Ouais. C'est une grande question, c'est énorme, mais on revient à tout ce qui se passe dans les universités. Ouais. C'est tout ce mouvement-là qui se transporte dans les universités, dans les grands débats politiques, au niveau de la télévision. Il ne se passe pas une journée sans que tu entendes une saga autour de ces sujets-là. Puis ça, c'est triste. Puis quand tu dis, tu sais, ça t'affecte de quelle façon, mettons, concrètement? Est-ce que ça te déprime? Est-ce que ça t'enlève le goût de travailler? Est-ce que tu dis, regarde... Je dis dans quel univers ils vont vivre, en fait. Ouais. Je regarde mes enfants, puis je dis, OK, ils vont être confrontés à ça, eux autres. Il faut que tu les prépares pour leur dire, regarde, là, ce que je veux, moi, que vous voyez devant, c'est l'humain, avant tout le reste. Ouais. Avant tout le reste, c'est l'humain. Il faut que tu ailles vers l'humain. C'est pas... Ce que je veux que vous voyez en premier, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas la religion, c'est pas l'ethnicité, c'est pas rien, l'humain, c'est tout. Qu'il soit petit, grand, coloré, pas coloré, là, aller vers la personne. Parce que tant que tu ne connais pas la personne, tu peux rien dire sur lui. Alors, moi, c'est surtout ça. Puis ce défi, c'est... je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve que c'est une tangente qui est poche et dont les manifestations dans les universités sont terribles maintenant. Les gens qui ont peur de dire des choses, de s'exprimer dans certains sujets, ils ont peur parce que, et au moindre petit faux pas, ben, c'est comme si les gens se mobilisaient pour te dire tu vas être exclu des murs de la cité là. Et on te ramasse puis on te jette de l'autre côté des murs parce que tu n'es plus fréquentable. Mais ça ne peut pas être ça non plus. Ça ne peut pas être ça. C'est triste à dire, mais ça ne crée pas un terrain de jeu communautaire. Oui, puis une des... quand je pensais à notre entrevue, j'avais très hâte de te parler, puis je me disais, je remarquais que je te trouve extrêmement prudent et sage dans le choix des sujets dans lesquels tu t'impliques médiatiquement. Et je regarde, puis, mettons, je regarde d'autres personnes, puis je me dis, regarde Boucard, il ne va pas là. Il fait exprès pas là où si j'y vais, là, je vais écrire un texte, ça va me prendre une nuit entière pour l'écrire ou 2 jours. Parce que je vais mesurer mes mots. Parce que il n'y a même pas, de toute façon, il n'y a pas de nuance. Tu ne peux même pas écrire avec nuance sur certains sujets. Quel que soit, c'est j'ai raison et tu as tort. Et ça, c'est à l'heure des médias sociaux, c'est épouvantable. Parce que les médias sociaux, c'est ça, là. J'ai raison, puis je m'en vais. Puis là, les algorithmes te guident vers une chambre d'écho où tout le monde pense comme toi. Et donc, tu sors de là en disant ce qui ne pense pas comme moi, ben, qu'il faut qu'il mange la marde parce que moi, j'ai raison. Mais la vérité n'est jamais aux deux extrêmes. C'est toujours dans les nuances de gris. Tu ne peux pas dire totalement j'ai raison. Le dernier texte que j'ai écrit là-dessus, c'était sur la vaccination. Parce que, entendez, les politiciens, notre solution, c'est dans la vaccination. Tu dis non, arrêtez là. Ce n'est pas juste la vaccination. Si la solution était juste dans la vaccination, le Québec est l'endroit le plus vacciné de la planète. Puis on en arrache le plus que tout le reste du monde, quasiment. Ou sinon, autant que les endroits où c'est le plus dur. La vaccination fait partie de la chose, mais ce n'est pas tout. C'est une ceinture de sécurité dans un char.
Ouais. Mais il reste le code de conduite, faire attention, conduire pour les autres, avoir un coussin gonflable. Tout ça fait partie fait partie de la solution. Mais entre ceux qui pensent que la vaccination, c'est juste ça, et ceux qui pensent que les vaccins, ça ne vaut pas de la merde, il n'y a pas de dialogue possible. Mais la vérité est au centre, en fait. La vérité, c'est au centre. Parce que si la vaccination était juste la solution, les gens qui ont des 3-12 puis ont attrapé le virus, on explique ça comment? Puis il y en a plein. Hein? Présent. C'est pas juste ça. Oui, tu l'as eu. Hein? Tu as eu 3 doses. Après 3 doses. Oui, mais écoute, comment tu expliques ça? Donc, ça fait partie de la solution, mais ce n'est pas juste ça la solution. Et donc, la vérité entre les deux, et malheureusement, on n'a plus comme cette possibilité de juste dire, assieds-toi, on va jaser de ça, là. J'ai raison, moi, mon groupe a raison, ton groupe a tort. Puis mange la merde. C'est vraiment ça, là. C'est poche. Je ne sais pas où on s'en va avec ça. On ne peut pas en parler en plus. Parce que dès que tu commences à te prononcer dans ces sujets-là, tu le disais tantôt, mais c'est souvent des qualificatifs qu'on va te sortir, là. C'est un complotiste, t'es un anti-vax, t'es un raciste, t'es un xénophobe. Tu sais, on te sort ça, mais il n'y a pas moyen de discuter. Alors que la lumière, elle vient de la discussion, parce que s'il n'y a pas de discussion, là, il reste que le dogmatisme. Accepte que c'est ça, puis c'est ça. Je vais t'avouer que je partage un peu cette difficulté-là. Je dirais depuis au moins 2 ans, moi, je remarque une différence dans, je dirais, mon humeur ou je dirais ma motivation des fois sur pourquoi je fais ce travail-là. Parce que toute ma vie, ça fait 20 ans que je fais ce que je fais. Puis j'ai toujours senti que ça avait une profonde utilité, qu'il y avait l'oreille, je dirais, bienveillante pour de la psychologie, pour de la science, par exemple, pour faire face à des faits. Des fois, on n'aime pas les faits. Mais, je veux dire, des fois, il faut dire, OK, on ne les aime pas, mais si on y fait face mieux, puis en équipe, ça va être mieux que croire quelque chose. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est de plus en plus difficile d'aider les autres, même avec la science ou même avec des faits. À ce point-là, là? Écoute, je pense depuis, moi, 2 ans, j'ai été traité de raciste, de nazi, de transphobe, de sexiste, de tout, mais avec seulement des faits, là, de la science. Je te donne un exemple. Il y a des différences entre la personnalité des hommes et des femmes. De plus en plus, quand je fais des conférences, il y a de plus en plus de gens qui font des plaintes officielles sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Je veux dire, comme si ça relève d'une opinion personnelle. Donc, il y a comme une espèce de merge entre la réalité et l'opinion et on ne sait plus comment démêler les choses. Et on a besoin de démêler les choses. Tu sais, quand mais pour les démêler, c'est par la science, Guillaume. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, chacun a sa vérité. C'est-à-dire que ce que les médias sociaux ont fait, c'est d'arriver à dire aux gens, vous avez votre vérité. Mais en tout cas, Donald Trump a appelé ça les vérités alternatives. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'alternatif dans les vérités. On ne peut pas nier ça. Parce que ta vérité, ce n'est pas la mienne. On peut vivre le même événement puis ne pas avoir la même vérité là-dessus, ça arrive. Sauf que maintenant, comme disait Barack Obama, quand quelqu'un te dit que ça, c'est un éléphant, puis tu lui dis c'est une chèvre. Moi, je vois une chèvre. Là, je paraphrase parce que ce n'était pas comme ça qu'il l'avait dit. Il n'y a pas de discussion, là. Lui, il voit une chèvre, toi, tu vois un éléphant. Il n'y a pas d'argumentation parce que c'est... Moi, j'aimais beaucoup Puis c'est ça, là. Puis quand tu es contre moi, mais tu es bon pour la guillotine. C'est parce que c'est ça, vraiment, là. Écoute, moi, j'ai écrit beaucoup sur la pandémie aussi, hein. Beaucoup. Puis j'ai reçu des messages pas très honorables, mettons, disons, là. Avant, j'ai écrit aussi sur des sujets assez controversés, des fois, mais j'ai appris assez vite des fois à dire, OK, je vais sizer la chose. Je vais le sizer parce que moi,
mon premier gagne-pain, c'est l'humour, comprends-tu? Ouais, C'est ouais, avec l'humour que je gagne ma vie. ouais, Donc, et pour moi, c'est surtout ça que j'essaie de préserver parce que sinon, ce que tu racontes là, je l'entends beaucoup de gens, beaucoup de professeurs d'université qui me disent, ouais, capable, je suis capable, mais on s'en va où avec ça? ouais, Plus capable, rien n'est autorisé. Même si tu dis quelque chose, vraiment, il faut que tu marches sur des œufs. Mais là, écoute, on revient à ce qui se passait avant les Lumières. C'était ouais, la noirceur. ouais, On ouais, pensait que c'était fini, là, puis que les Lumières ont éclairé les choses. Puis là, on est vraiment dans la clarté totale. Mais petit à petit, on retourne vers, on le voit là, où ouais, des gens viennent puis disent, c'est ça la vérité. ouais, Il y a des ouais, camionneurs à Ottawa et tu as plein de gens qui inventent toutes sortes de théories autour de ça, qui ouais, piquent ça sur l'Internet. Les télévisions reprennent ça. Et tu dis, OK, c'est là où on s'en va, là. ouais, En tout cas, nos ennemis doivent être très contents parce hum, qu'ils doivent se dire vraiment, le jour où il va y avoir une grande turbulence planétaire, on n'a hum, pas besoin de les attaquer. Il faut juste leur créer 2 événements, là, hum, et puis ils vont s'entretuer entre eux autres. hum. Oui, moi, si j'étais la Chine qui regarde le monde occidental, là, parce qu'ils regardent la Chine quand même un peu comme un concurrent de taille, Ouais, ouais, mais en regardant ce qui se passe aux États-Unis avec toutes les théories épouvantables, le cloisonnement de cette société qui explose de partout, mais ils doivent regarder ça en disant, non, on n'aura même pas besoin d'aller là. hum, Ils vont hum, s'entretuer entre eux autres avant. hum. C'est pas cher à dire, mais c'est comme ça que je le vois parce que je me dis, OK, qu'est-ce qui unit vraiment ces gens-là maintenant? Ouais, Hein? Qu'est-ce qui les unit? Parce qu'avant, on parlait de la démocratie, c'est un pays démocratique, c'est vrai, l'Amérique a attiré la planète dans bien des domaines. Mais aujourd'hui, tu regardes, qu'est-ce qui unit tous ces gens-là? C'est l'argent, c'est tout. hum, C'est tout. hum. Le pognon et le pouvoir, c'est fini. Ça Mais, change quoi dans ta façon d'éduquer tes enfants, puis de les influencer, puis de les préparer à ce c'est une bonne futur-là? Comment question. t'en tiens compte? C'est une bonne question parce que je sais que la vague arrive, quand il arrive une vague, puis tu dis, OK, je ne peux pas la dévier là, il faut que tu essayes de la prendre et Hum, d'adoucir, au moins de l'adoucir pour toi. mhm, Parce que pour moi, c'est ça, là, c'est de dire, d'éduquer mes enfants dans l'universalisme, puis leur dire, évitez ça. Ne rentrez pas dans ça, parce que qu'est-ce que ça va vous apporter quelque part? Puis c'est le dire aussi de faire attention, parce que c'est ça la nouvelle réalité. On va voir ce que ça donne, parce que pour moi, il va y avoir un retour du balancier. On le voit arriver là. C'est ouais, parti loin, et on voit ça arriver, parce que toutes ces histoires-là, ça nourrit quelque chose. Et ce que ça nourrit, on le voit émerger. hum, Tranquillement, tranquillement, pas vite, le trumpisme partout. Et les gens qui commencent à dire, OK, toutes ces théories, tout ça que vous voulez nous dire, vous fermez nos yeux, là, on vous emmerde. hum, On le voit arriver. Tu regardes en France, ouais, là, l'extrême droite arrive avec des gens que tu regardes qui disent des horreurs. Tu dis, oh mon Dieu, on est passé de ne faites pas ça à des gens qui disent des horreurs de même, là. ouais, C'est quand même. Et puis ça, on le voit partout. ouais. On le voit partout. C'est que on est trop allé trop loin. Puis normalement, j'ai l'impression que la vie va nous ramener un peu vers l'équilibre tranquillement. Hum. Au milieu, parce que la vie, c'est au milieu que ça se passe. C'est pas dans les extrêmes. Ouais. L'extrême Ben, gauche, le c'est le milieu, l'extrême c'est droite. là où il y a les dialogues, justement. Oui, C'est comme ça prend une opposition saine. Je veux dire, c'est exactement le centre de l'interaction sociale. oui, C'est le centre même d'un couple. Tu sais, un couple où il n'y a absolument aucune opposition, c'est pas oui, un couple qui va se stimuler. pas du Donc tout. donc ça prend des habiletés pour s'opposer de Oui, façon saine, si je peux dire. puis l'écoute, comme tu dis, mais regarde, si on trace une ligne, puis toi, tu es à l'extrême gauche et l'autre à l'extrême droite, vous ne pouvez pas vous parler, vous allez juste vous hurler des insanités. Mmh mh. Mais ça prend, il faut vous approcher au centre. À un Mmh. moment donné, pour pouvoir se parler comme des. Il faut que chacun essaye de venir vers le centre. Mmh. Quoique, qui me disait ça dernièrement, Jules Duceppe me disait, tu sais, l'extrême gauche et l'extrême droite, on les passe très loin, mais c'est un cercle. Oui, Et ils finissent par se toucher. oui. Oui, oui, Puis oui. c'est vrai, ils se nourrissent mutuellement. Oui.
Ils se nourrissent mutuellement, mais arrive un moment où on va dire à toute cette gang, il faut revenir un peu au centre. Parce que, en tout cas, moi, je le souhaite. Parce que sinon on est cuit, là. C'est pour vrai, là. Sinon, on va avoir des clivages dans nos sociétés qui vont être irréparables. Écoute, je m'accroche à cette idée-là, moi, tous les jours pour me dire que j'essaie très humblement d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller dans le sens, comme tu disais, là, des éléments communs que les humains Oui. partagent en dehors des différences ou des éléments superficiels de différence. Tu as des différences qui sont importantes, puis c'est correct, mais tu as des éléments qui sont absolument pas importants puis qui ne peuvent pas être un prétexte pour s'entre-déchirer. Et donc, je m'accroche quand même à cette idée-là, mais il faut que je me le rappelle un petit peu plus à tous les jours, disons. Boucard, c'est ça qui va finir par gagner, à mon avis, là. C'est ça qui va gagner parce qu'on est des animaux sociaux, là. Ça ne peut pas être chacun de son bord. Le virus nous a rappelé qu'on est fait pour tendre la main aux autres. Parce que le virus nous a dit, OK, je vais vous enfermer individuellement. Ça s'appelle le confinement. Ouais. Et vous allez vivre ce que vous, les psychologues, vous appelez l'anxiété d'exclusion. Puis et puis tu comprends que ton bonheur, il y a une bonne partie de ton bonheur qui dépend de l'autre en face de toi, à côté, ton voisin. J'espère qu'on va revenir à ça. Au moins continuer à propager cette nouvelle-là, au moins cet objectif-là qu'on devrait avoir, je pense, en tant qu'humain. Ouais. Boucard, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci, Guillaume. Ça a passé tellement vite. Écoute, j'espère que tu as eu autant de plaisir que moi. moi. C'est un plaisir partagé. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir.